Et salut à tous, c'est Taski, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo. J'aurais voulu en faire d'autres, mais malheureusement j'ai eu quelques petits problèmes, notamment de connexion. Là où j'étais pendant un moment, j'ai eu plus d'internet pendant plusieurs mois, c'était impossible d'upload. Et ensuite j'ai dû enchaîner avec la fin de la préparation de mon mémoire. Donc j'ai pas eu le temps de tourner beaucoup de vidéos et j'ai pas non plus eu le temps de lire énormément. Mais j'ai quand même eu quelques trucs. Du coup, je fais cette vidéo pour présenter un petit peu toutes les lectures que j'ai faites. À la base, j'avais prévu de faire plein de petits bilans lecture, euh, mais j'ai un peu peur que ce soit peut-être un peu trop court. Donc, je vais tourner cette vidéo d'un coup. Et si elle est trop longue, peut-être que je la couperai en plusieurs parties. Sinon, je sortirai tout d'un coup. Après cette vidéo, je vais aussi sortir normalement une tier list que j'avais tournée il y a longtemps. Donc la vidéo se passe dans le passé, sur tous les livres que j'avais lus pendant mon absence de YouTube, on va dire, entre le moment où j'avais créé ma chaîne et le moment où j'ai repris là, en juin de l'année dernière. Euh, voilà, je faisais une tier list où je parle assez rapidement de tout ce que j'avais lu. Entre temps, j'ai un ventilateur à côté parce qu'il fait super chaud, j'espère qu'on n'entendra pas trop au micro. Euh, mais du coup, je vais essayer d'aller assez vite parce qu'il y a quand même pas mal de livres. J'ai pris des grosses notes. Peut-être que je ferai des reviews individuelles sur certains d'entre eux ou pas, je sais pas encore. Je sais toujours pas c'est quoi mon point sur les reviews individuelles. Parce que contrairement à ce que je vois dans beaucoup de chaînes YouTube, j'ai l'impression que les reviews individuelles marchent mieux. Celles qui ont le plus marché sur ma chaîne, c'est. Non, c'est pas celle-là, c'est quand même les top 10, mais les reviews, en vrai, elles marchent plutôt bien. Mais du coup, je vais tout de suite enchaîner avec la première lecture. J'ai quelques notes que j'avais prises et donc je vais pas mal m'aider parce qu'il y en a qui remontent jusqu'à décembre et on est actuellement en juin, donc il y a pas mal de choses dont j'ai un peu oublié les détails. Un livre que je n'ai pas oublié, ça pour le coup, c'est des Fleurs pour Algernon de Daniel Case, qui est sorti en 1966. C'est un des livres que je lis pour mon event, mon challenge des awards, car il a gagné le award du Nebula de 1966. Et Des Fleurs pour Algernon est tiré d'une nouvelle de 1959 qui avait aussi gagné le Hugo de la nouvelle courte. Donc bon, j'ai pas les nouvelles dans mon challenge des awards, mais elle en fait partie. Pardon, il a gagné le Hugo de la meilleure nouvelle en 60, et du coup il était publié en 59, parce que le Hugo vote pour les livres qui sont sortis l'année d'avant. Et il a été publié en France dans les recueils de nouvelles Histoire de Surhomme. De quoi ça parle? On suit Charlie Gordon, qui est un homme avec des problèmes mentaux, un QI extrêmement bas, qui a pas mal de problèmes mentaux, qui va subir une opération pour essayer d'améliorer son intelligence. Et voilà. Je vais pas en dire plus, parce que c'est le genre de livre où il faut vraiment y aller sans trop savoir de quoi ça parle. Techniquement, même ça, c'est un petit peu un spoil, mais globalement c'est ce qui est assez connu sur ce livre. Mais il faut y aller sans savoir de quoi ça parle, sans avoir d'attente. Il y a beaucoup de gens qui disent que le livre est très triste. Euh, J'avais un peu peur que ça me spoil sur certains trucs, mais honnêtement, c'est pas forcément pour les raisons qu'on pense. J'ai trouvé le livre plutôt bien écrit, très poignant. Le point de vue de Charlie et son évolution en fait, euh, et sa vision du monde et comment il est traité par le monde, je trouve ça super intéressant. C'est un concept de SF aussi que perso j'ai pas beaucoup vu et qu'on voit pas forcément souvent dans les trucs un peu mainstream, des thèmes qui sont abordés aussi qui sont pas forcément les thèmes qu'on a le plus tendance à voir, je trouve. C'est des thèmes sur du coup les handicaps et surtout les handicaps mentaux, sur le conflit entre l'intelligence et les émotions, ou entre du coup l'intelligence rationnelle et l'intelligence émotionnelle, on va dire. Euh, c'est une exploration de l'humain, des relations entre les gens. C'est assez dur de parler de ce livre sans spoil, mais je pense que des livres que j'ai lus pour l'instant, du Challenge de Ward, c'est mon préféré, je pense. Euh, Il y a une citation que j'ai vue de Jacques Sadoul qui a dit dans Histoire de la science-fiction moderne, que j'ai trouvé assez vrai pour décrire ce livre de façon courte. Je cite:
C'est là une œuvre d'une poignante beauté, un récit humain et désespéré. Voilà, fin de la citation. Je trouve que ça résume parfaitement Des fleurs pour Algernon. Donc foncez lire le livre, soyez accrochés quand même. Effectivement, c'est pas un livre qui va susciter la joie et la bonne humeur, mais c'est un livre qui est très très beau, très très beau. Euh, pour ce qui est des adaptations, ceux qui n'ont pas envie de lire le livre, il a été adapté plusieurs fois, beaucoup de fois. Un film de Ralph Nelson en 68 qui s'appelle Charlie. Il y a des épisodes de The United States Steel Hour. Il y a un film télévisé qui s'appelle Flowers for Algernon de Jeff Blakner qui est sorti en 2000. Il y a un épisode de It's Always Sunny in Philadelphia qui s'appelle Flowers for Charlie, qui apparemment est une référence. Il y a plein de scènes de pièces de théâtre, il y a des dramas radio, il y a des refs dans tous les sens, dans plein de séries. J'ai notamment vu en me renseignant qu'il y en avait une dans Les Simpsons, par exemple. Donc voilà, il y a plein d'adaptations pour ceux qui veulent découvrir cette histoire dans d'autres formats. Je les ai pas encore vus, je voulais regarder les films perso, mais je pense que je vais sûrement bientôt les regarder. Ensuite, le prochain livre, c'est Le 10e vaisseau de Pierre Bordage, publié en 2022, malheureusement décédé l'année dernière. J'ai lu ce livre vraiment pas longtemps avant que Pierre Bordage nous quitte. Je l'avais vu justement à Hypermonde dans plusieurs conférences et j'avais trouvé ses pensées assez intéressantes, ce qu'il disait. Ça m'avait rendu un peu curieux. Et bon, Pierre Bordage, ça reste un des plus gros noms de la SF française, donc ça faisait longtemps que je voulais tester un de ses livres. J'ai pris le 10e vaisseau. Je voulais pas commencer par un de ses plus connus. C'est un truc que j'ai tendance à faire très souvent dans tous les médias que je consomme. Dès que c'est super connu, je commence pas trop par là. Euh, et c'était sympa. C'est un space opéra fun, intéressant, qui se lit vite, qui est assez bien rythmé. Quelques petits défauts quand même, c'est pas de la grande écriture, mais en me renseignant du coup par rapport aux reviews, et la plupart des gens qui disaient que c'était un roman de Pierre Bordage moyen pour un Pierre Bordage, où il prenait pas trop de risques, où il restait quand même dans quelque chose de très classique, euh, bah, si ça, entre guillemets, c'est un mauvais Pierre Bordage, j'ai hâte de lire la suite et de lire les bons Pierre Bordage, parce que bah, j'ai quand même bien aimé le 10e vaisseau. On suit, du coup, le capitaine Livio Squirrel, qui se retrouve en prison pour avoir... il est accusé d'avoir tué des passagers qui avaient sur son vaisseau, mais il se fait engager par le gouvernement pour rejoindre une galaxie lointaine, la galaxie du Triangle. Euh, c'est plus loin que là où n'importe qui est allé, et ils veulent aller là-bas parce qu'ils ont des preuves ou des signes qu'il y aurait une forme de vie intelligente là-bas. Et il y a déjà 9 vaisseaux qui ont été envoyés et qui ne sont jamais revenus, et on ne sait pas ce qui leur est arrivé. D'où le titre de ce roman, Le 10e vaisseau, engagé par le capitaine, enfin commandé par le capitaine Squirrel, qui malgré le fait qu'il est prisonnier, est considéré comme un contrebandier assez hors pair dans ses capacités de capitaine et de pilotage. Euh, du coup, c'est un space opéra très fun, très classique. La plupart se passent en huis clos dans le vaisseau, voire tout le roman en fait quasiment, à part le début. On suit le capitaine principalement et un autre personnage dont j'ai oublié le nom, mais qui est l'ingénieur, je crois, la réparatrice du vaisseau entre guillemets. J'ai oublié le nom exact. La mécano. Et on suit aussi son point de vue. C'est assez cool, mais euh, le plus gros point noir, je trouve, de ce livre, euh, ce qui est assez paradoxal parce que les personnages étaient très cool, les relations entre les personnages étaient très cool, mais il y a une romance que j'ai trouvée super forcée, qui sort de nulle part, n'apporte rien au récit. Au contraire, je trouve ruine un peu, enfin pas ruine, mais euh, s'il n'y avait pas eu cette romance, les deux personnages en fait de la romance auraient eu des relations, on va dire, plus intéressantes avec d'autres personnages que entre eux, parce qu'ils n'ont pas une bonne alchimie, ils n'ont pas beaucoup interagi ensemble dans le roman. Ouais, j'ai trouvé que la romance était vraiment forcée, c'est un peu dommage, mais c'est vraiment le seul point noir globalement que j'ai trouvé. L'écriture est bien rythmée, ça va vite, les personnages secondaires sont tous bien écrits et très cool, le concept et le plot et tout, c'est
très sympa, c'est du space opéra, c'est fun. Si vous aimez ça, vous aimerez le 10e vaisseau. Ensuite, encore de la SF française, hein, je voulais lire un peu de SF française et découvrir des auteurs français très connus mais que je n'avais jamais lus. Et j'ai lu Demain une oasis de Heyerdahl, publié en 1992 et qui a gagné le Grand Prix de l'imaginaire de 1993. On suit un médecin de l'OMS à Genève pardon, qui se fait kidnapper et se retrouve en Afrique pour une mission, avec pour mission de soigner les peuples démunis d'Afrique. Il n'a plus de nom, il est juste appelé l'interne par les groupes humanitaires qui l'ont kidnappé. C'est dans un monde futuriste, un peu dystopique, slash post-apo, pas vraiment post-apo, mais l'état dans lequel est l'Afrique donne un peu cette impression. Dans ce monde, il y a le Nord, avec un N majuscule, qui est globalement l'Europe, tout ça, les pays riches, et qui tourne le dos à la planète et à la population pour partir à la conquête de l'espace, laissant du coup le Sud avec un S majuscule, donc principalement l'Afrique, dans ce roman en tout cas, se débrouiller comme ils peuvent avec leurs terres complètement pillées de leurs ressources par le Nord. Du coup, effectivement, rien qu'à ce pitch, vous pouvez vous douter que c'est un récit qui parle de racisme, de colonisation, de l'exploitation de l'Afrique et globalement des pays pauvres et des pays qui ont été colonisés, du manque de prise de responsabilité des pays riches qui partent fuir les catastrophes écologiques dans l'espace au lieu d'essayer de régler les problèmes. Ça parle de l'égoïsme de l'humanité, de la morale et d'à quel point une bonne cause peut justifier ou non des actions mauvaises, ou jusqu'où on peut aller pour une bonne cause. Sans spoil, le pitch de base, c'est quand même un groupe humanitaire qui kidnappe des médecins de l'OMS pour pouvoir les forcer à travailler et à soigner les peuples d'Afrique. Euh, la, 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 les conditions du coup des gens qui vivent dans les pays pauvres, qui n'ont absolument aucune ressource. C'est un récit qui du coup est assez poignant, assez dur, avec des personnages que j'ai trouvé très attachants, très bien écrits. Ça se lit très vite, hein, il est assez court. Je l'ai pas sur moi. D'ailleurs, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais la plupart des livres, je les ai pas sur moi. Je vais mettre des images, hein, vous les aurez sûrement déjà vues. Mais euh, voilà, c'est un livre que je trouve très intéressant, très, très sympa. Pas très subtil dans ses messages, mais bon, pour ce genre de message, il y a un moment, il n'y a pas besoin de subtilité, hein. Euh, c'est une grosse recommandation, j'ai beaucoup aimé. On est quand même sur du coup un début assez fort en termes de livres là. Que de la SF, que des bons livres, un 10e vaisseau, même si c'est le moins bien, très cool. Un mois de décembre, somme toute, super sympa, jusqu'à ce qu'on arrive à la prochaine lecture. La prochaine lecture, c'était Trullion Alastor 2262 de Jack Vance, publié en 1973. Et là, c'est le drame. Euh, pour résumer simple, avant de développer un peu plus, pour ceux qui ont vu mes vidéos, que ce soit mes bilans lecture ou ma review euh, de, la de la tétralogie du cycle de Chai, les problèmes que j'ai avec Jack Vance sont surdécuplés là, et les bons points que je trouve à Jack Vance sont moins présents dans celui-là, ou moins bien. Globalement, euh, sexisme, racisme, machisme, beaucoup. Euh, Peuples originaux, monde euh, avec des concepts de société ou de critique de société euh, moins développés et moins intéressants et avec moins de prise de risque. C'est le premier tome d'une trilogie de romans individuels qui s'appelle Les Mondes d'Alastor. En fait, on est dans une sorte, je sais plus si c'est une galaxie ou en tout cas c'est un truc qui s'appelle l'AMA, qui est du coup un amas de plein de vaisseaux, non ça c'est autre chose, qui est un amas de plein de planètes en fait qui sont tous plus ou moins reliés. Et je crois dans chacun des tomes on visite une planète différente. Et du coup là on visite la planète de Trullion. On suit dans le récit Glyn Hulden, qui est un habitant de Trullion qui était globalement parti à l'armée et qui revient sur sa planète après avoir appris que son père et son frère sont morts tués par les Merlingues, qui sont
une espèce aquatique natif de la planète très dangereuse et qui tue tout le monde. Et son père est mort et son frère a rejoint un groupe d'extrémistes qui s'appelle la Fancherade, qui veut globalement industrialiser la planète, alors que la planète, c'est inspiration très Caraïbe, beaucoup d'îles avec du coup des bateaux, enfin on a des petits bateaux, on va d'île en île, c'est des peuples qui sont euh, très inspirés, ouais, par les cultures caribéennes, hein, de ce que j'ai compris. Je me suis un peu renseigné parce que je connais pas spécialement ces cultures, mais globalement c'est un peu la vibe que ça a. Et globalement du coup, les plus caribéens, en tout cas de ce que j'ai vu en me renseignant, c'est les Trills, qui sont l'espèce dominante de Trullion, dont fait partie Glyn Elden par exemple, qui sont un peuple d'hédonistes, hein, globalement. Il y a les merlingues, donc comme j'ai dit, qui sont une espèce aquatique dangereuse qui attaque tout ce qui touche à l'eau. Et les Trevani, qui sont globalement un peuple à inspiration gitane, qui sont mal vus, qui sont violents, qui sont considérés comme barbares. Bref, vous voyez l'image quand je parlais de racisme et de représentation peut-être pas folichonne. Pour illustrer un peu plus en détail les points que je trouve un peu plus mauvais dans ce livre, euh, il y a par exemple un sport qui est central dans le livre, qui s'appelle, je sais même plus comment il s'appelle, je dois avoir la note quelque part par là, j'ai même plus le nom, je l'afficherai par là, où globalement le but c'est en gros il y a deux équipes, de ce que j'ai compris il y a des plateformes qui sont au-dessus d'un vide avec peut-être de l'eau ou quelque chose comme ça, et le but c'est d'aller de l'autre côté de la base de l'équipe adverse, où il y a une femme, une vierge je crois même, qui est dans un petit turban, et il faut attraper le turban et la foutre à poil globalement. Euh, et enfin, il faut attraper le turban, et si jamais l'équipe adverse ne paye pas une rançon, euh, ils peuvent foutre à poil la fille, et du coup c'est là où monter, ils ont perdu le match. Un concept, voilà, quand je parlais un peu du sexisme et du machisme de Jack Vance, bon, on n'est pas sur la chose la plus féministe de l'univers, on a connu mieux, même pour du Jack Vance, c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu lourd, très 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 mal vieilli. Euh, et globalement, c'est ça dans tout le roman. J'ai noté effectivement que par exemple les femmes étaient des séductrices, tentatrices, et des objets de convoitise, hein. Globalement, c'est tout ce qu'elles sont dans ce roman. Et les Trevani, c'est le cliché des gitans qui vont tabasser des gens dans la rue, voler leur cuivre et faire la fête autour du feu et ouga bouga. Donc vraiment pas très... Enfin pareil, c'est vraiment pas terrible comme représentation. Même s'il y a une tentative quand même de message sur le côté de la Fancherat qui veut industrialiser le monde et qui sont opposés aux Trevani qui, eux, veulent garder leur culture en fait et veulent garder leur terre natale comme il faut. Et le récit a plutôt tendance à se mettre du côté des Trevani que du côté de l'industrialisation. Mais c'est super maladroit, voire juste insultant, je pense. Après, je ne fais pas partie que je ne suis pas gitan, donc je peux pas parler, mais je suis pas sûr que ce soit super fun à lire. Euh, voilà, je vais pas plus élaborer dessus. On a connu mieux de Jack Vance. Ensuite, on passe aux lectures de janvier. Donc là, tout ça, c'était décembre. En janvier, j'ai lu, je vais vous l'afficher ici, Boys Run the Riot de Gaku Keito. C'est un manga en 4 tomes où on suit Ryo, qui est un jeune garçon trans au Japon qui a du mal à vivre son identité et à s'assumer, surtout, à assumer sa transidentité, et qui va trouver un exutoire grâce à des amis qu'il va se faire à travers la mode et le design. Du coup, forcément, c'est un manga qui parle de problèmes d'identité, de transidentité, mais pas que de queer LGBT de façon générale, et de mode. Il y a aussi une bonne part sur ces 4 tomes sur la mode, le design. Et quand je dis mode, c'est pas la mode de luxe, c'est la mode vraiment de streetwear, ce genre de choses. Je m'y connais pas du tout, donc j'ai pas forcément les bons termes, mais voilà, c'est plus ce genre de choses. C'était assez fun, assez cool, ça se lit vite. Il y a des points que j'ai trouvé très intéressants, notamment par rapport à la
subjectivité de l'identité queer, on va dire, ou le fait que chaque personne vit son identité différemment, et les, et les, et ce qui a permis à certaines personnes d'assumer leur identité va pas fonctionner forcément avec tout le monde, et au contraire ça peut être pire, hein. Euh, Crier haut et fort par exemple, enfin faire son coming out haut et fort en criant à qui veut l'entendre, il y a des personnes sur qui ça peut être libérateur et des personnes sur qui ça peut être encore pire de faire ça, et qu'il vaut mieux accompagner petit à petit, ou qui doivent faire leurs choses de façon plus intime. C'est un point que je trouve assez bien abordé dans ce manga, donc franchement, si vous voulez lire ce genre d'histoire, si vous cherchez une histoire comme ça qui adresse des thèmes un peu LGBT, et au Japon notamment, mais en vrai c'est assez universel je trouve, allez lire Boys Run the Riot, c'est très cool, c'est 4 tomes, hein, donc ça se lit vraiment super vite. Ensuite, j'ai lu Wizardborn, le troisième tome des Seigneurs des Runes de David Farland, publié en 2001. Les Entrailles du Mal en français, il s'appelle le livre. C'est la suite du Seigneur des Runes, c'est toujours aussi cool, c'est un peu plus lent, il se passe un peu moins de choses que les deux premiers tomes, je pense parce que c'est le tome 3 et qu'on arrive, et que du coup le tome 4 est le dernier de cette partie de l'histoire, parce que je crois que les 4 tomes d'après c'est une autre série entre guillemets qui se passe dans le même monde. Euh, donc forcément en général les avant-derniers tomes dans les sagas de fantasy c'est des tomes qui vont mettre en place les stakes et amener jusqu'au climax et au grand final, donc on prend un peu plus son temps, mais ça reste quand même super cool. Il y a du développement sur des personnages que j'ai beaucoup aimé, des concepts aussi qui ont été introduits encore par rapport à la magie de ce monde que je trouve toujours aussi cool. Au cas où vous ne l'auriez pas compris, lisez Le Seigneur des Runes. Et je pense que quand je referai ma vidéo sur le top 10 de mes sagas de fantasy préférées et que j'aurai fini Seigneur des Runes, je pense qu'il va être pas mal haut. Je me souviens plus où je l'avais mis dans ma dernière, dans la vidéo que j'ai faite de mon top 10 de fantasy, mais ouais, il sera sûrement pas mal haut. Ensuite, autre manga que j'ai lu, là j'ai lu que le tome 1, mais j'ai aussi lu le tome 2 et 3 en avril, je vous en parlais maintenant, je vais la faire apparaître ici, c'est Reine d'Égypte, suit une princesse égyptienne, j'ai oublié les noms, j'ai pas trop retenu, j'en suis encore qu'au début, du coup c'est 3 tomes sur 9 je crois. On suit une princesse égyptienne qui est la fille d'un grand pharaon conquérant et guerrier, et qui a pris exemple sur son père qui tire à l'arc, qui aime faire la bagarre, hein, globalement. Elle a un frère, quand ils étaient petits, c'est elle qui le battait toujours dès qu'il faisait des duels et tout. Mais à un moment, son père va mourir, et forcément, on est à l'Égypte antique, donc c'est son frère qui va prendre le trône, et elle va être forcée à marier son frère parce que l'Égypte antique. Et on va suivre ensuite sa vie globalement, comment elle va faire pour essayer de ne pas abandonner le pouvoir, et ne pas s'abandonner en fait à la hiérarchie de l'Égypte, et comment elle va essayer de garder la puissance. C'est un roman du coup très politique dans les machinations de cette cour entre guillemets d'Égypte. C'est un roman assez violent, je crois que c'est un seinen, hein, il y a pas mal de trigger warning dedans, faut faire attention. Je trouve ça assez cool, franchement, pour l'instant. Il y a une petite romance qu'elle a se mettre en place que je trouve ça un peu inutile, ou en tout cas amené de façon un peu lourde, mais voilà, j'en suis qu'au début, donc à voir comment ça évolue. Pour l'instant, je trouve ça quand même très fun, un petit manga historique euh, en Égypte antique. C'est pas forcément le setting que j'ai le setting, oui, enfin, la période historique et l'endroit, le lieu historique que j'ai le plus l'habitude de lire. Donc, j'ai pas encore continué depuis avril, mais faudrait peut-être là en juillet, je vais peut-être essayer de le terminer parce que je veux aussi lire plus de mangas et les finir. Donc, donc voilà, si vous n'avez pas peur d'un peu de violence, un peu de nudité, ce genre de choses, et que vous aimez l'Égypte antique, euh, bah, foncez lire Reine d'Égypte, hein, c'est cool. Et ensuite, là, je vais vous parler de quelque chose que j'ai découvert vraiment en allant au Gilbert Joseph à Montpellier au hasard, et dont j'ai acheté tous les tomes depuis qu'ils sortent. Ça s'appelle, hop là, Manga Isho, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une initiative européenne pour avoir un Shonen Jump européen, en fait, globalement. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Weekly Shonen Jump au Japon, c'est le magazine. C'est pas le seul, mais du coup, le Shonen Jump, c'est le plus connu.
C'est le magazine qui publie les mangas sous forme de chapitres, en fait, chapitre par chapitre. Il y a plein de mangas en un seul tome, du coup, qui font à peu près ces tailles, je crois au Japon aussi, triés par ordre de popularité. Et il y a des votes du public pour savoir quel manga est le plus populaire et tout, et ça va avoir des impacts sur qui a des couleurs, qui a des pages couleurs, qui a plus de trucs et tout. Des fois, il y a des one-shots aussi dans les tomes. Et au Japon, ça se sort, je crois qu'il y en a un par semaine. Là où Manga et Show, on est plus sur un tous les 2 3 mois, je crois, voire peut-être un peu plus. Euh, c'est du coup, comme j'ai dit, une initiative européenne, 4 maisons d'édition différentes. Il y a Kana pour la France et la Belgique, Altraverse qui est une maison d'édition allemande, Planeta Comics qui est une maison d'édition espagnole et Star Comics qui est une maison d'édition italienne. Donc voilà, c'est une collaboration franco-espagnole, italienne, allemande. Où il y a du coup, dans tous les tomes qui sont sortis, je crois qu'il y en a 5 ou 6 pour l'instant, on a plein de mangas. Beaucoup de one-shot, plein d'histoires. C'est super varié. Un des points vraiment que je trouve super cool, c'est que vu que c'est une grosse inspiration japonaise, forcément, hein, c'est des mangas, mais on sent que tous les artistes qui sont là ont à la fois des inspirations des mangas et du Japon, mais aussi des grosses inspirations des BD franco-belges, des comics américains, et globalement, ils arrivent beaucoup plus à mélanger ces styles et à nous donner des choses encore plus originales que ce qu'on a l'habitude de voir. Euh, c'est un très bon point, je trouve, de cette initiative. Euh, Petit point que je trouve un peu moins bien, mais pour l'instant, j'ai lu que les deux, et j'ai commencé le troisième tome. Euh, les quelques histoires qui ont des suites pour l'instant, où on a le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, sont écrites d'une façon que je trouve pas agréable parce que ils essaient d'avoir un chapitre qui commence et qui se finit, et du coup ça va super vite. Et je trouve que entre le chapitre 1 notamment, il y en a un qui s'appelle Oneira quelque chose. Entre le chapitre 1 et le chapitre 2 par exemple, il s'est passé tellement de choses si vite, genre des grosses ellipses, des events qui vont super rapidement, que j'ai peur que le rythme en fait soit trop rapide et qu'on n'ait pas le temps de s'habituer ou s'attacher à quoi que ce soit. À voir comment ça évolue, autant c'est le début ou c'est le début qui fait ça, mais j'ai un peu peur que cette volonté de avoir des chapitres qui se suffisent à eux-mêmes entre guillemets à chaque tome, ça risque d'être un problème. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à avoir des chapitres qui sont en cliffhanger où on attend la suite. Justement, ça crée de la frustration en fait et ça crée de l'envie et de l'attente pour le reste. C'est pour ça que les séries ça marche, c'est pour ça que le shonen jump y marchait. Les histoires n'ont pas besoin de se suffire à elles-mêmes pour les chapitres qui ont des suites. Au contraire, il faut qu'on attende les suites. Je vais quand même mentionner les quelques-uns que j'ai beaucoup aimés. Dans le tome 1, j'ai beaucoup aimé du coup Next Stop Afterlife, La Mariée Sirène et Bloodmancer dans le premier tome. Et dans le tome 2, alors il y a la Marie Sirène aussi, parce qu'il y a le deuxième chapitre, Hell School, Not a Regular Day, Gunmo Stellar Blade, lui un peu curieux, mais à voir, et Kenshiro, pareil, un peu de potentiel, je trouve, assez mignon. Donc voilà, la plupart de ceux que j'ai aimés, c'est quand même des one-shots, mais il y a quelques-uns dont il y a potentiellement des suites et auxquels il y a du potentiel. Donc voilà, Manga et Show, si vous voulez soutenir une initiative européenne, d'avoir du manga européen et un shonen jump européen pour faire découvrir plein de mangaka européens, via des one-shots notamment, via plein de petites histoires originales, et avoir en fait un magazine comme ça, un journal, enfin c'est pas un magazine du coup, mais avoir un journal qui sort un peu tous les quelques mois pour tester plein de nouvelles choses, foncez, moi je trouve ça super cool, et c'est même pas si cher que ça. Les premiers tomes, si vous les trouvez encore, je sais pas s'ils sont encore disponibles, ils étaient pas très chers, et je crois que c'est entre 3 4 euros, 5 euros. Les derniers, je crois que c'est monté jusqu'à 6 ou 7 euros, peut-être plus. Mais franchement, même si c'est 8 euros, on va dire le prix d'un manga normal, pour la taille du truc, ça vaut largement le coup, je trouve. Ensuite, prochain livre que j'ai lu, là on passe à février-mars, j'ai écouté en audiobook Le Père Goriot de Honoré de Balzac, sorti du coup publié en 1835. J'avais envie de lire un petit classique, j'avais jamais lu Honoré de Balzac,
J'avais l'audiobook trouvé assez facilement, donc je me suis dit: «Allez, je vais écouter le Père Goriot» et franchement, bah, c'était super cool. Je m'attendais pas à autant aimer le Père Goriot. On suit du coup les résidents de la maison Vauquer, qui est une pension miteuse dans laquelle vivent plusieurs personnes, et notamment les trois personnages principaux, Eugène de Rastignac, qui est un jeune étudiant ambitieux, le père Goriot, du coup, qui est un ancien vermicelier retraité et sans le sou, et Vautrin, qui est un gros bonhomme rustre et imposant. Et en fait, ça va être une histoire où on va suivre ces personnages et comment ils vivent à Paris. En fait, on suit des persos, leur vie, le Eugène qui essaie de se faire une place dans la jungle parisienne alors qu'il vient de la campagne, le père Goriot et ses filles et tous les problèmes qu'il y a avec ses filles. Ça traite notamment les thèmes liés avec le père Goriot, c'est l'amour d'un père pour ses enfants, jusqu'où on va pour sa famille en fait. Euh, le thème de la famille, du coup, c'est un thème qui est assez important. Euh, j'ai bien aimé la façon dont Balzac euh, dépeint la société du coup de cette époque et son hypocrisie, cette façon qu'ont les gens de se mêler des affaires qui ne sont pas les leurs en fait, et de se faire des histoires, de se faire des petites rumeurs, à quel point tout le monde est des serpents, que les gens sont incapables de se regarder dans un miroir, et du coup ces gens qui sont dans une pension miteuse parce qu'ils sont pauvres agissent presque comme si c'était la haute noblesse de Paris, alors qu'en vrai, bah, du coup, ce sont des nobody, enfin, ces personnes, ils ont pas d'argent, pas de popularité, ils ont rien, et ils agissent quand même comme s'ils étaient au-dessus de tous, et surtout, ils aiment bien cette façon comme des hyènes d'aller s'attaquer à la moindre personne qu'ils considèrent en dessous d'eux pour se surélever en fait. Voilà, on est sur des thèmes en 1835 qui sont toujours très d'actualité. Ça parle aussi, un des thèmes principaux du Père Goriot, c'est l'argent, et à quel point l'argent est le moteur de beaucoup de choses, et quelle est la relation à l'argent de la plupart des gens et l'impact que ça a dans la jungle parisienne, et voilà. Le terme pareil, de jungle parisienne, je crois, c'est mentionné dans le livre, hein. C'est vraiment un des thèmes, c'est comment la société est une jungle dans laquelle il faut survivre. Donc voilà, si vous n'avez pas peur d'aller lire des classiques, franchement, le Père Goriot d'Honoré de Balzac, c'est très très cool, et ça me donne franchement envie de lire plus de choses d'Honoré de Balzac. Ensuite, autre science-fiction française que j'ai lu Le Disque rayé de Kurt Steiner, qui est le pseudonyme du coup d'André Ruellan, publié en 1970. Euh, on suit Matt qui se réveille sur un terrain en béton avec des piliers qui montent jusqu'aux cieux, reliés par d'immenses arceaux. Matt n'a aucune idée d'où il est, mais il a un revolver dans sa poche ainsi qu'un objet bizarre inconnu. Et ensuite, il va essayer de comprendre où il est. C'est un roman assez bizarre. C'est le genre de science-fiction où il se passe des choses. Je comprends pas trop tout ce qui se passe. C'est assez psychédélique dans l'idée. C'est une expérience à lire, je trouve. On comprend un peu plus avec à force de lire, en avançant dans le livre, on comprend un peu plus l'idée et ce qui se passe. Ce qui est un bon point, parce qu'il y a d'autres livres qui ont un peu cette vibe de SF psychédélique, mais on comprend rien de tout le long. Je pense notamment à des livres comme Ubik, que j'avais bien aimé, mais on comprend pas ce qui se passe. Ubik de Philippe K. Dick. Euh, un autre que j'avais abandonné, c'était The Caterpillar's Question de Philippe Rosset Farmer et Pierre Saint-Denis. Mais du coup, celui-là, c'était assez cool. Ça se lisait assez vite, hein. Le livre est assez petit, je l'ai pas sur moi, mais du coup, il est assez court. Euh, les thèmes du coup abordés sont assez intéressants. Ça casse pas trois pattes un canard, mais c'est rigolo. Les concepts et les idées qui sont mises en place dans ce roman sont aussi assez fun et original à voir. J'essaie de rester assez vague parce que du coup, ce genre de livres qui sont justement très psychédéliques, très des concepts un peu tirés par les cheveux, vaut mieux y aller sans savoir en fait, parce que une partie du fun et de l'intérêt de ce genre de livre, bah, c'est de découvrir toutes ces petites choses. Petit point négatif que j'ai,
Les personnages sont pas fous, pas super attachants, le plot est pas terrible non plus, l'écriture est un peu oubliable. Globalement, j'ai trouvé que c'était une lecture sympa, mais un peu oubliable. Mais si jamais vous voulez lire un peu de SF française ou que vous aimez ce genre d'histoire, foncez, ça se lit vite et c'est toujours assez rigolo. Ensuite, j'ai continué le Ratinox The Stainless Steel Rat Wants You euh, de Harry Harrison. Donc le tome 4 du rat en acier inox. Je crois que j'ai pas de titre en VF sur mes notes, donc je crois que c'est à partir de ce tome, peut-être celui d'avant, qu'il n'y a plus de traduction française. Euh, je crois qu'il n'y a que les 2 premiers tomes qui sont traduits en français. Donc le 4e tome du Ratinox, publié en 1978. C'est toujours aussi fun, c'est toujours des petites lectures que j'écoute en audiobook comme ça, pour détendre, ça va vite, c'est rigolo. On suit toujours Slippery Jim, qui est ce contrebandier qui se veut un peu hors la loi et tout, mais qui au final est incapable de faire quoi que ce soit de réellement mauvais. Et cette fois, Slippery Jim va se retrouver à devoir démanteler une invasion alien qui fait disparaître des vaisseaux dans le néant. Et il sera accompagné cette fois de sa famille. Ça, c'est un truc que j'aime bien. C'est que sur les 4 tomes, il y a vraiment une évolution sur Slippery Jim et la relation avec sa famille, avec sa femme et ses enfants, du coup. Donc ça, franchement, c'est très fun qu'il y ait une progression quand même comme ça, que ce soit pas juste des romans, l'aventure de la semaine. Toujours aussi drôle, les gags et certaines situations qui sont toujours assez rigolotes, l'action qui est quand même fun. Si vous voulez lire, et que vous arrivez à lire en anglais du coup parce que c'est pas entièrement traduit en français, mais si vous voulez comme ça un petit space opéra qui aborde plein de thèmes de SF, là on parle plus sur des parodies de films d'espionnage et d'infiltration, mais du coup dans les tomes d'avant on avait du space opéra, on avait du voyage dans le temps, euh, il y a pas mal un peu de tropes de SF, très pulpy du coup, euh, qui sont abordées. Donc si vous aimez le pulp comme ça, foncez lire The Stainless Steel Rat de Harry Harrison, c'est très très cool. Ensuite, la prochaine lecture, c'était Mickey 7 de Edward Ashton, publié en 2022 et adapté du coup en film par Bong Joon-ho en Mickey 17. De quoi ça parle, Mickey 7? Mickey, c'est un consommable, donc une personne qui est là pour mourir et pour être dupliqué ensuite euh, pour faire les tâches les plus horribles qui mettraient en danger les vies des autres humains. Et il fait partie d'une mission à bord d'un vaisseau pour aller coloniser une sorte de planète de glace. Et une fois arrivé sur cette planète, il va se passer des choses. Je vais pas en dire plus, mais si vous avez aimé le film, parce que je sais que quand même il a pas mal fait parler avec Robert Pattinson et tout, je pense que vous aimerez le livre. C'est assez différent. Honnêtement, j'ai lu le livre avant de voir le film et je pense que le film en a pâti pour ça, parce que je trouve le livre beaucoup mieux, que ce soit au niveau des thèmes abordés. Il y a certains thèmes d'ailleurs dans le film qui portent le message inverse de ce que le livre voulait dire. Notamment, il y a des thèmes sur la relation avec l'autre, avec l'altérité, avec des extraterrestres, qui sont super intéressants. Et dans les films, il y a plus un côté écologique. Pour ceux qui ont vu le film, sauter de 20 secondes pour ceux qui ne veulent pas y spoil, mais les vers là de glace, dans le film, c'est un côté plus écologique, pas tuer les animaux, machin. Dans le livre, rien à voir. C'est pas du coup tout ce genre de thèmes-là qui sont abordés. Je vais pas dire de quoi ça parle pour pas spoil, mais du coup, je trouve que les concepts qui sont liés autour d'eux sont super intéressants. Le concept des consommables et du world building qu'il y a autour est super intéressant. Pourquoi les consommables sont si mal vus? Qu'est-ce qui a amené à les créer? La relation dans le monde entre l'humain et les autres espèces aliens, c'est des choses qui sont pas du tout abordées dans le film et qui je trouve très intéressantes dans le roman. En plus de ça, le roman se lit très vite, il est simple à lire, il est assez fun, les personnages sont très attachants, j'ai trouvé. Euh, Franchement, Mickey Seven, c'était une super lecture. J'ai vu qu'il y avait une suite qui s'appelle, je crois, Antimatter Blues. J'ai hâte de le lire, en fait. Je suis très curieux de comment
En quoi c'est une suite en fait? Parce que le livre Mickey 7 se suffit entièrement à lui-même, hein. C'est un one-shot, la suite, j'imagine, se rajoute, mais je sais même pas à quel point c'est vraiment une suite de l'histoire ou juste ça se passe dans le même univers. Euh, mais vu que j'ai quand même beaucoup aimé, je suis très curieux de lire la suite, et franchement, Mickey 7, foncez le lire, c'est super cool. Ensuite, autre classique que j'ai décidé de lire, parce que vraiment j'étais dans une période, j'avais envie de lire des classiques, c'est Le Livre de la Jungle de Rudyard Kipling, publié en 1894. C'est un recueil de nouvelles, je savais pas du tout. Moi, je voulais juste le lire parce que je l'avais acheté et que je voulais lire des classiques. Et bah, le film, il est sympa. Et en fait, Le Livre de la Jungle, c'est un recueil de nouvelles. Et le film n'adapte que la première nouvelle. Avec Mowgli et tout, c'est uniquement la première nouvelle. Euh, Globalement, le point commun de la plupart de ces nouvelles, c'est que ça se centre autour d'animaux. Et ça se passe en Inde. On suit globalement, il y a une nouvelle sur une mangouste qui protège une famille des serpents. Il y a une nouvelle sur des éléphants. Il y a une nouvelle où on suit un soldat dans une guerre qui se retrouve à observer les animaux de l'armée parler entre eux, donc les chevaux de la cavalerie, les chiens de chasse, les, euh, les ânes et les mules, les buffles qui tirent les canons, euh, ce genre d'animaux qui vont parler entre eux en fait et de leur point de vue sur la guerre et de leur relation à l'homme. Il y a pas mal de thèmes comme ça de la relation entre les animaux et l'homme. Et même la nouvelle qui a été adaptée du coup par Disney a rien à voir avec le film. C'est assez fou à quel point c'est différent. Les thèmes ne sont pas les mêmes, là où dans le film, spoiler pour le livre de la jungle de Disney, Mowgli à la fin part chez les humains. Là, la nouvelle, il part chez les humains super tôt, et pareil, attention spoiler si vous voulez pas savoir, il n'y reste pas. Le message, c'est pas oh tu as été élevé avec nous, on t'aime et tout, mais il faut que tu retournes chez toi parce que tu n'as pas la place parmi nous parce que tu n'es pas l'un des nôtres. Si justement, le thème de la nouvelle, c'est plus que bah, ta place est parmi ceux qui t'ont élevé et pas forcément ceux qui te ressemblent. Euh, Shere Khan, qui est une menace absolue dans le film, et le clown de l'année dans les livres, la relation avec les loups, c'est beaucoup plus intéressant. J'ai trouvé Bagheera et Baloo super cool. Euh, K, le serpent, rien à voir, vraiment pas du tout le même personnage. Enfin, la nouvelle a rien à voir avec le Disney à part qu'il y a Mowgli dans la jungle. Euh, mais sinon, j'ai quand même pas mal apprécié le livre, ça s'est lu assez vite. Certaines nouvelles pas très intéressantes, celle avec les éléphants, je n'étais pas super fan. J'ai beaucoup aimé celle avec la mangouste quand même et celle avec les animaux là, de la guerre. C'était assez fun. Donc voilà, si vous avez aimé le Disney et que vous voulez lire le livre à l'origine, foncez, c'est très très intéressant. Autre livre que cette fois j'ai avec moi, c'est Fragment d'un dieu mourant de Jonathan Bricy. Je vais pas en parler beaucoup plus parce que j'ai fait un short dessus. C'est un service presse que j'ai reçu d'ActuSF, de leur nouvelle collection Nagori, qui est une collection de nouvelles, donc ça se lit assez vite. Il a l'air un peu gros même pour une nouvelle, mais le format c'est beaucoup plus court que bah, y a des pages, il y a une ligne dessus quoi. On suit un garde qui va globalement devoir retrouver la divinité de ce monde pour sauver son amant qui est le roi dans un monde où l'humeur du roi influe sur l'univers et du coup quand le roi est triste, les gens meurent. C'est un roman, c'est une nouvelle du coup qui parle de dépression, qui parle de l'impuissance que quelqu'un peut avoir face à la chute libre de la personne qu'il aime à cause de la dépression ou de n'importe quelle autre chose. Euh, mais plus du point de vue du compagnon ou de la compagne des personnes en état de dépression que réellement de la personne en dépression, ce qui donne un point de vue assez différent sur ce genre de thème abordé habituellement. Le format aussi est assez original. J'avais un peu l'impression de lire une pièce de théâtre en nouvelle. Il y a des codes vraiment qui sont empruntés au théâtre qu'on voit beaucoup dans ces nouvelles, et je crois que ça doit notamment venir du fait que l'auteur est un metteur en scène aussi.
Donc voilà, si vous aimez, franchement, foncez. Fragment d'un dieu mourant, c'était très très cool. Ensuite, en avril, du coup, j'ai lu les tomes 2 et 3 de Reine d'Égypte dont j'ai déjà parlé. Et j'ai lu, là je l'ai aussi, Deryni Checkmate, le deuxième tome de la trilogie des chroniques de Deryni, donc par Catherine Kurtz, publié en 1994. En VF, ça s'appelle La chasse aux magiciens. Euh, on continue de suivre les histoires qu'il y avait dans le premier tome, hein, donc du coup dans ce monde médiéval très inspiré de l'Angleterre, quand même, Europe, France/Angleterre, dans lequel la religion, globalement la chrétienté, est la religion principale, et chasse l'espèce de magicien qui s'appelle les Deryni, et ensuite du coup à la fois le jeune roi de Gwynedd, du coup du royaume, qui prend la place de son père en tant que roi qui a été assassiné. C'est ce qui se passe dans le premier chapitre du tome 1, ça. Et dans ce tome, on va aussi plus se concentrer sur Morgan, qui est le meilleur ami du père décédé et aussi le mentor et ami de ce jeune roi, qui est un Deryni et qui du coup est un peu mal vu par beaucoup de gens. Et on va plus se concentrer sur lui dans ce tome-ci. C'était cool, c'était toujours aussi fun. Les mêmes défauts, on va dire, que dans le premier tome, même si je trouvais que c'était un peu moins flagrant, notamment les dialogues qui sont un peu. Les dialogues pas super bien écrits, le monde qui est sympa, mais pas non plus le plus original du monde. On a vu mieux, mais ça reste de la fantasy classique, qui se lit assez vite, qui est assez court. Euh, si vous aimez, franchement, foncez. J'aime bien le parti du world building avec la chrétienté, entre guillemets, qui est principal. Il y a souvent beaucoup d'inspiration dans la fantaisie chrétienne, forcément, mais c'est rarement autant assumé, en fait, ou autant premier degré, on va dire. Donc je trouve que ça, c'est un petit point assez original et intéressant du roman. C'est un tome 2 d'une trilogie de fantasy, donc il est un peu plus lent, il se passe un peu moins de choses, mais hâte de lire le tome 3 et d'en finir avec cette trilogie et de continuer dans ce monde, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de livres dans le monde de Deryni. Ensuite, autre livre que j'ai, Old Man's War de John Scalzi, en français Le vieil homme et la guerre, publié en 2004. Là, je remonte tout le livre quand même comme il faut. Publié en 2004. Euh, il a gagné le prix John W. Campbell en 2006 et a été nommé pour les prix Hugo et Locus, donc une assez bonne réception. Ça se passe dans un monde où les vieilles personnes sont engagées pour aller combattre dans l'espace les aliens. En gros, quand quelqu'un atteint les 75 ans, je crois, il signe pour 10 ans dans l'armée. Enfin, non, je crois que c'est signe pour 3 ou 4 ans, mais ça peut monter jusqu'à 10 ans, et c'est quasiment tout le temps que ça monte jusqu'à 10 ans. Et en échange, on lui donne un nouveau corps, jeune, plus performant, super et tout. Et une fois ces 10 ans de service militaire passés, ils peuvent aller vivre une vie sur une des colonies de l'espace, mais ils peuvent pas retourner sur Terre. Et on va suivre en fait du coup ce personnage qui va, un personnage principal, j'ai oublié le nom, John Perry, qui va du coup rejoindre cette armée après que sa femme soit morte et découvrir en fait cet univers. J'ai trouvé ça assez fun, c'est un space opéra slash fantasy SF militaire assez sympa, des inspirations un peu de Starship Troopers forcément, hein. Dès qu'il y a de la SF militaire, je pense qu'il y aura une inspiration de Starship Troopers. J'aime beaucoup le concept et du coup les thèmes autour de du coup ces personnes qui sont du coup des vieilles personnes qui sont dans des corps plus jeunes, qui se retrouvent balancés dans l'armée. Euh, L'idée que du coup ils prennent des vieilles personnes parce que non seulement ils ont de l'expérience, mais que contrairement aux jeunes personnes, ils savent ce que c'est que de se battre pour les autres, parce que c'est des gens qui ont eu des enfants, qui ont eu des petits-enfants, qui savent le coût de la vie, on va dire. Il y a plein de thèmes que je trouve assez sympas sur les humains et la façon qu'ils ont de se battre et de combattre les aliens, on va dire, et la technologie. J'essaie de pas trop spoil, mais il y a des thèmes, voilà, comment les humains ont atteint leur niveau de technologie. Je trouve ça assez rigolo et assez fun et assez crédible, en vrai, assez bien écrit.
Les différentes espèces d'extraterrestres sont très cool, et du coup la relation entre les personnages, la mise en place de la guerre et tout, c'était très sympa. Franchement, Le Vieil Homme et la Guerre, Old Man's War, du coup, très sympa. J'ai beaucoup aimé. John Scalzi, pour l'instant, c'est un 2 sur 2. Euh, je sais qu'apparemment les suites sont moins populaires. Je suis quand même curieux de les lire. Mais le tome 1 se suffit à lui-même. Si vous voulez lire ce livre et pas faire la suite, ça se suffit largement pour, ça se suffit largement. Pour ce qui est des adaptations, j'ai quand même noté qu'apparemment, il y a eu quelques tentatives d'adaptation qui n'ont jamais vu le jour. Paramount a essayé d'en faire un film, Sci-Fi a essayé d'en faire une série, et aux dernières nouvelles, Netflix aurait peut-être eu des plans en 2017 pour adapter Le Vieil Homme et la Guerre, mais ça ne s'est jamais fait. Il y avait aussi des rumeurs comme quoi Steven Spielberg lui-même allait adapter le livre, mais John Scalzi a euh, infirmé les rumeurs. Euh, donc voilà, on n'a pour l'instant toujours pas d'adaptation du Vieil Homme et la Guerre, qui pourrait donner une très bonne adaptation. Je pense un film adapté de ça serait très sympa. Peut-être que Apple TV va l'adapter, vu qu'ils ont décidé d'adapter tous les bouquins de SF de la Terre. Mais passons. Prochain livre, alors qu'on approche de la fin, c'est Le Vagabond de Fritz Leiber, publié en 1964, qui a gagné le prix Hugo 1965. Lui, je l'ai lu parce que c'est le challenge des awards, et franchement, c'était nul. C'est le seul, je crois, DNF que j'ai, donc enfin, Did Not Finish, seul roman que je n'ai pas terminé. Je suis allé à peu près jusqu'à la moitié, mais qu'est-ce que c'était brouillon. On suit globalement une tonne de personnages. C'est un des problèmes aussi de ce roman, c'est qu'il y a énormément de points de vue et de personnages dans tous les sens. Et même les points de vue, il y a plusieurs personnages dans chaque point de vue. C'est un bazar son nom. On suit l'apparition d'un corps céleste en plein dans notre voie lactée, qui s'approche de la Terre, et il y a des aliens femmes-chats, d'où la couverture que vous avez vue. Et voilà, je saurais même pas dire exactement de quoi parle plus ce livre, parce que j'ai pas tout compris, parce que ça m'ennuyait en fait. C'était pas intéressant, trop de personnages, pas super bien écrit. Euh, je comprends pourquoi des vidéos que j'ai vues, en me renseignant du coup sur les Hugo Awards, sur tout ça, le Vagabond de Fritz Leiber est souvent considéré comme le pire gagnant du prix Hugo. Et ouais, je comprends pas comment il a gagné, hein. Surtout que le prix Hugo est censé pouvoir ne pas donner l'award chaque année. Dans les conditions, il peut ne pas y avoir de vainqueur si jamais il n'y a aucun livre qui est assez bon. Et bah franchement, si c'était ça le meilleur livre de SF de cette année, il fallait peut-être pas en donner cette année-là, hein, du prix Hugo. Euh, je ne suis pas fâché avec Fritz Leiber quand même. Je connais sa renommée. J'ai pas encore lu d'autres livres de lui, mais je compte quand même lire Fafner and the Grey Mouser. Je sais plus du tout c'est quoi le nom en français. Le cycle des épées. Je crois que c'est le cycle des épées en français, cette saga. Puisque Fritz Leiber est quand même beaucoup plus connu pour sa fantasy et sa sword and sorcery que pour sa SF. Mais voilà, bah, ça faisait partie du challenge lecture des awards, fallait que je lise. Je l'ai pas fini, mais je le compte quand même, hein. Je suis allé jusqu'à la moitié et c'était déjà beaucoup. Donc j'ai pas été très. Donc comme vous le voyez, j'ai pas été super sérieux sur les challenges des awards. J'en ai pas fait des masses et c'est le dernier que j'ai pour l'instant. Euh, je vais essayer de me rattraper un peu. Globalement, j'ai pas énormément lu depuis le début de l'année et j'ai quasiment rien lu des plans que j'avais fait là sur mes plans de 2026. J'ai rien lu, donc il va falloir que je me concentre vraiment pour les finir. Là, je vais devoir encore les casser mes plans. Je ne sais plus si peut-être que je me corrigerai ou peut-être que je me corrigerai pas si j'ai la flemme, mais je ne sais plus si j'avais mis de lire le cycle d'Elric, euh, ou au moins le premier tome, dans mes plans pour 2026. Je crois que je l'ai mis, mais je suis pas sûr. Mais je vais devoir le faire, puisque en septembre, à Bordeaux, plus précisément à Mérignac, il va y avoir le festival Hypermonde, pour lequel en plus j'ai postulé pour essayer d'être bénévole, donc peut-être que je serai là-bas en tant que bénévole. Si c'est pas le cas, je serai là-bas en tant que visiteur. Et le parrain du festival Hypermonde de cette année n'est autre que Michael Moorcock lui-même.
Donc a priori, bah, il sera là-bas, je pense. Je J'avoue que j'ai pas l'info exacte de est-ce qu'il sera là, mais si c'est le parrain du festival, j'ose espérer qu'il sera là-bas. Et du coup, bah, je me suis dit si je suis que je sois bénévole ou pas, quitte à l'écouter parler, j'aimerais bien lire un peu de ses livres, donc Elric notamment, et peut-être essayer de lire les autres livres qu'il a écrits qui ne sont pas dans le cycle d'Elric, pour un peu bah, avoir une idée de quoi écrivait, de qu'est-ce qu'écrivait Michael Moorcock. Mais voilà, si vous êtes autour de Bordeaux ou en Gironde, ou même si vous êtes de loin et que vous voulez venir, Festival Hypermonde, j'y suis allé une fois l'année dernière, c'est la 5e édition je crois, festival de science-fiction et fantasy à Mérignac, surtout de science-fiction quand même, mais un peu de fantasy. Le thème de 2026, ça sera pouvoir, et Michael Moorcock comme parrain, c'est quelque chose de fou. Enfin, je sais pas si on se rend compte qu'un petit festival à Mérignac, à Bordeaux, dont c'est la 6e édition, donc ça fait que 6 ans qu'il existe, à côté des intergalactiques, des utopiales, des machins, a Michael freaking Moorcock en parrain. Enfin, l'anti-Tolkien, le créateur du cycle d'Elric, un des plus grands auteurs de fantasy de tous les temps, c'est quelque chose. Je vais aussi quand même parler, parce que je mentionne Michael Moorcock, La Marraine aussi, qui est quand même un sacré nom. Je la connais moins, j'ai pas lu ce qu'elle a écrit, donc forcément je peux moins la vanter. Donc effectivement, c'était la batterie qui est en train de mourir. Mon micro s'était arrêté. Ouais, il n'y a plus beaucoup de batterie, je vais changer. Voilà, nouveau micro. Bon, il a pas de pince celui-là, et j'ai la flemme de le changer vu qu'on est à la fin, donc je vais porter le micro à la main. J'espère que le son n'aura pas trop pâti juste avant, quand je parlais du coup de Michael Moorcock. Bon, dans le pire des cas, je pense qu'on m'aurait entendu à travers le micro de mon téléphone. Sinon, je devrais retourner ça à nouveau. Euh, Bref, passons à mes dernières lectures. Je vais vous parler d'un autre service presse que j'ai reçu beaucoup plus récemment, toujours d'ActuSF, dans la collection Nagori, donc la collection de nouvelles. C'est Team Building de Katia Lanero Zamora, donc une autrice belge, il me semble. Team Building, on suit un groupe de salariés de l'entreprise Zénage qui se regroupent pour un dernier team building avant que leur petite branche locale de Wallonie, je crois, se retrouve aspiré et absorbé par la boîte mère, et que ce petit groupe de 5 ou 6 salariés se retrouve dans des open space avec des centaines de personnes. Et ce dernier team building est un jeu en VR, en réalité virtuelle. J'ai trouvé ça assez fun, c'est assez rigolo, pas subtil un brin sur les thèmes, hein. Ils vont se transformer en animaux féeriques et créatures fantastiques, et devoir affronter le Seigneur des Ténèbres, le Seigneur Burnout. Euh, c'est très parodique dans cette idée, mais du coup ça aborde bah, des thèmes par rapport au burn-out, par rapport à la relation au travail, les biais et les stratégies toxiques qui existent dans le monde du travail, de dominance, tout ce genre de trucs. Euh, c'est pas subtil, c'est même très rentre dedans, mais au final, au début, j'étais un peu réticent, j'étais pas super fan de ce côté trop, on va dire un peu too much, mais à force de lire jusqu'à la fin de la nouvelle, au final, c'est ce qui fait un peu le charme, on va dire, de cette nouvelle, c'est ce côté rentre dedans et pas subtil un brin, et notamment sur la description des personnages et de ces salariés de Zénage, qui, pour n'importe qui a un peu travaillé dans des boîtes de façon générale, qui a eu des collègues, euh, on reconnaît forcément un collègue ou une collègue dans les personnages qui sont décrits. Mais moi qui n'ai pas beaucoup travaillé, hein, je suis pas un étudiant, mais j'ai fait un service civique, euh, il y a des caractéristiques, des clichés, on va dire, qu'on peut retrouver, qu'on a déjà connus, que ce soit des personnages ou des moments. Euh, c'est assez drôle et c'est assez bien amené, franchement. Bah, team building, deuxième service presse que je reçois d'ActuSF, très cool, très fun. Bah, foncez lire. Je vais parler d'un autre service presse assez vite, qui moi ne m'a pas plu, mais c'est plus, je pense, par goût personnel. Il peut y avoir beaucoup de choses, beaucoup de personnes que ça peut plaire. C'est hop là, les 1000 verbes.
de Alexandre De Croze. C'est une BD où on suit en fait deux frères qui ont tué les parents d'une, je crois que c'est d'une gitane, qui va les maudire. Ils n'auront plus que 1000 verbes, enfin 1000 mots pardon, à prononcer avant de mourir. Et du coup, on va suivre en fait un des deux frères qui est le personnage principal et comment il va vivre sa vie derrière, avec des remords ou des regrets ou pas, et comment il va essayer de retrouver cette gitane. Euh, j'ai trouvé le récit assez intéressant, les thèmes abordés et le développement de personnages relativement intéressant. Mais moi, ce qui m'a gêné, c'est l'art de la BD qui m'a pas plu. C'est très brouillon. Euh, Comme vous pouvez, on peut le voir un peu sur la couverture, ça fait très peinture et traits de peinture un peu faits à la va-vite, pas à la va-vite, mais qui sont très. Ah, j'ai pas les thèmes, j'ai pas fait art, j'ai pas les termes exacts, mais globalement c'est un peu flou, un peu abstrait. C'est volontaire que ce soit ça, je pense. Vu comment c'est dessiné, je pense que c'est volontaire. Qu'il y ait plein de moments où c'est flou, ça fait un peu une vague de tempête et tout. Mais c'est un style graphique que j'ai pas aimé. Enfin, les goûts et les couleurs, voilà. Pareil, le design du personnage principal, je suis pas super fan. Mais c'est vraiment, voilà, ça c'est goût personnel. euh, Tant pis. Mais je pense quand même que les 1000 verbes peut plaire à beaucoup de gens parce que ça reste quand même un style graphique assez original, assez spécial. Euh, je sais pas si je peux montrer quelques passages peut-être qui montrent un peu ça. Ah, voilà, typiquement des pages un peu comme des pages un peu comme celle-là, la celle tout en rouge. Je sais pas si peut-être que ceux qui s'y connaissent plus pourront identifier des inspirations liées à des courants artistiques que je ne connais pas. Mais voilà, franchement, si vous aimez ce genre de style ou que vous aimez les BD, les trucs un peu originales, foncez lire les 1000 verbes. Ça reste quand même très cool, très intéressant dans le concept et dans l'histoire, l'histoire qui est racontée. Ça se lit tout seul, hein. C'est un tome unique, c'est un standalone. Il n'y a pas de suite de ce que je sache. Donc voilà, foncez lire si ça vous tente ou ça vous a l'air intéressant. Ah, et ça se passe en France, la BD, je ne vous l'ai pas dit, ça se passe en France. Pour finir, il y a plein de livres dont j'ai pas parlé ou d'histoires parce que je les lis dans le cadre de mon mémoire. Du coup, j'ai lu beaucoup d'articles, j'ai lu beaucoup d'essais, j'ai lu euh, Reasons and Persons de Derek Parfit, j'ai lu des passages des politiques d'Aristote, Essai sur l'entendement humain, je crois en français, de John Locke. Voilà, bon, je vais pas en parler plus en détail parce que déjà je les ai pas lus en entier, j'ai lu des passages qui m'intéressaient pour mon mémoire. Mais alors que je faisais mes recherches, je suis allé fouiller des vieux pulps de SF de l'époque, hein, les astounding fiction, ce genre de choses. Notamment parce que un des sujets de mon mémoire, c'est la réalité virtuelle et le plot de cerveau humain dans des mondes virtuels. Et du coup, j'étais allé rechercher les premières œuvres de SF qui en parlent, parce que du coup, je traite de ça dans la science-fiction. Euh, et du coup, je voudrais parler de The Machine Stops de E.M. Foster, qui a été nommé parmi les plus anciennes histoires dans lesquelles il y a des éléments. Alors, c'est pas du tout du mind-uploading, mais effectivement, il y a des éléments dans cette nouvelle où en fait, on est dans un monde futuriste post-apocalyptique dans lequel la surface n'est plus vivable et les gens sont tous enterrés, la société est enterrée, chaque personne est dans une sorte de petite chambre carrée avec des murs et tout, avec les mêmes lits, la lumière qui arrive quand il faut et qui est connectée avec le reste du monde via des écrans en fait, hein, ils sont tous en call Skype et pour une nouvelle qui est sortie je crois dans les années, je crois en 1935, on a des thèmes abordés et des critiques qui sont énormément d'actualité, je trouve, sur
la, le fait qu'on est tous surconnectés et à la fois plus en relation. Il y a des personnages qui préfèrent appeler que de se déplacer pour aller voir par exemple son enfant dans la vraie vie. Pourquoi faire ça quand juste on peut s'appeler et se voir et c'est tout pareil. Euh, le fait de la religion, ça aborde des thèmes sur la religion et la foi aveugle envers certaines choses, qui malgré le fait que ce ne soit pas des religions, créent des comportements religieux, on va dire, ou fanatiques, trop se relier, se reposer sur la technologie, sur l'obscurantisme religieux, d'une certaine façon, c'est un peu ce que je cherchais. Obscurantisme religieux, mais pas lié à la religion, lié au fanatisme envers certaines choses aveugles, et notamment envers la technologie, ou envers le gouvernement. C'était super intéressant. Franchement, je crois que c'est 1935, je confirmerai là ou pas. Si je dis rien, c'est que c'était la bonne date. Euh, très très intéressant. The Machine Stops de E.M. Foster. Et l'autre dont je veux parler, c'est un auteur que j'ai découvert du coup dans ses recherches, car c'est, de ce que j'ai pu trouver, la première apparition de réalité virtuelle en fiction. L'auteur, c'est Stanley G. Weinbaum, qui est un auteur de SF super intéressant et malheureusement mort super jeune. Il était dans la trentaine, je crois, quand il est mort d'un cancer, il me semble. Euh, j'ai lu 3 de ses nouvelles. Celle du coup dans laquelle il y aurait la première apparition de monde virtuel, c'est Pygmalion's Spectacles, où on suit un homme qui se retrouve à tester une technologie créée par un scientifique, qui sont en fait des lunettes qu'il va mettre sur ses yeux, et qui vont lui montrer un monde, et il aura l'impression d'être dans ce monde fantastique où il va découvrir une nouvelle espèce, un nouveau monde dans lequel la mort n'existe pas, le mal n'existe pas, tout ce qui est mauvais n'existe pas. Cet autre univers qui n'est pas réel mais qui a l'air réel pourtant, alors qu'il sait qu'il vient d'ailleurs. C'est du coup une petite nouvelle qui va parler de la réalité, de qu'est-ce que la réalité, qu'est-ce qui ne l'est pas, les mondes, un peu les mondes parallèles, mais du coup les mondes virtuels, et comment traiter des êtres qui ont l'air conscients mais qui sont dans un monde virtuel. Alors forcément, c'est pas un monde virtuel aussi développé que ce qu'on peut avoir de nos jours, mais effectivement, vu le récit, c'est pour moi le première heure où on voit quelqu'un qui met des lunettes de VR et qui se retrouve dans un monde dans un monde de VR. Et il y a des thèmes dans cette nouvelle qui sont en fait super récurrents dans les autres œuvres, en tout cas les autres nouvelles que j'ai lues de Weinbaum. Euh, j'ai lu The Point of View et The Worlds of If. Et en fait, dans The Point of View, on suit, je crois que c'est le même scientifique, le professeur Van der Boom, ou quelque chose comme ça, qui parle à la troisième personne, qui est la parodie du scientifique imbu de lui-même, qui fait des créations que personne n'utilise, mais qui se croit supérieur à tout le monde. C'était assez drôle, assez rigolo, les interactions avec ce personnage. Et dans The Point of View, en fait, il crée une machine qui permet de voir la perspective des autres. Et du coup, le personnage principal va tomber amoureux d'une femme à travers les yeux de son assistant, alors que cette femme, dans sa perspective à lui, il la trouve particulièrement moche, mais en fait cet assistant est fou amoureux d'elle, et du coup, à travers sa perspective, le personnage principal tombe amoureux de cette femme, qui du coup n'existe pas de son point de vue, puisque de son point de vue, elle est moche. Et cette idée du coup de tomber amoureux de femmes qui n'existent pas, c'est récurrent dans les 3 nouvelles. Dans Pygmalion Spectacles, euh, pareil, il tombait amoureux d'une femme qui était dans ce monde virtuel, et du coup il y a tout ce côté de il est tombé amoureux d'une femme qui est dans un monde qui n'existe pas. Et dans la troisième, The Worlds of If, le même professeur va créer une machine qui permet d'explorer les univers alternatifs. Et en fait, ce personnage principal qui du coup n'est pas le personnage principal n'est jamais le scientifique. Le personnage principal va utiliser cette machine pour regarder un monde alternatif dans lequel il ne serait pas arrivé en retard, et il aurait pu avoir son avion qui devait prendre. Et en fait, il va rencontrer une femme avec qui il va discuter, euh, et avec qui il va tomber amoureux en fait. Et quand il va retourner dans son monde de base, il va être bah,
dévasté par le fait qu'il est encore une fois amoureux d'une personne qui n'existe pas ou qui n'existe plus parce que en fait cet avion s'est crashé dans la réalité normale et du coup il est tombé amoureux d'une femme qui est morte depuis une semaine. Bon, léger spoiler, mais c'est pas, enfin, c'est un spoiler de l'histoire, mais c'est clairement pas pour ça qu'on lit l'histoire, hein, on s'en fiche. Ça a tendance à bien se finir. On est sur de la SF des années 20-30, je crois, dans ces eaux-là. C'était encore le golden age de l'âge d'or de la SF. On est très optimiste. Ça se finit toujours bien pour les romances. Dans Pygmalion Spectacles, il apprend que la femme du qu'il était amoureux, c'est en fait la nièce du professeur qui a servi pour modéliser cette personne. Donc du coup, il a une chance d'essayer de la retrouver. Dans The Point of View, non, The Point of View, il n'y a pas de, c'est moins optimiste. Mais dans The World of If, il se rend compte que la femme duquel il est tombé amoureux a survécu au crash au final, donc il a une chance de la retrouver. On n'en sait pas plus, mais juste ça s'arrête comme ça. Ça s'arrête sur une porte ouverte un peu positive. Mais voilà, j'ai trouvé ça super intéressant. C'était nouvelle, qui se lisait assez vite, et de me dire que c'est des thèmes qui sont abordés dans les pulps des années 30, c'est assez. C'est quelque chose. Voilà, ça, j'ai trouvé ça super fun, non seulement pour ces histoires, pour cet auteur qui, je pense, s'il n'était pas malheureusement mort aussi jeune, aurait été parmi les plus grands auteurs, je pense, de SF. Hein. Honnêtement, je pense qu'il aurait été au même niveau que les Arthur C. Clarke, Asimov et compagnie, euh, avec un thème du coup qui semblait lui être cher sur les mondes parallèles et les univers alternatifs et la conscience, ou en tout cas ouais, les autres mondes, tout ça qui était super intéressant. Je pense que je vais lire tout ce qu'il a publié, parce qu'il a quand même publié d'autres choses, mais du coup il n'a pas eu le temps d'écrire énormément. Mais je suis quand même super curieux de lire, et c'était un exercice super fun aussi de retourner fouiller dans ces vieux magazines, dans les vieux pulps, relire les vieilles histoires. Parce que pareil, pour mon mémoire, par rapport à des définitions, à des articles, à pas mal de choses, j'ai dû aller fouiller les vieux pulps de l'époque, et c'était super fun. Ça m'a donné envie de relire tout ça, les Astounding Fiction, les World of If. Hein, il y a aussi un magazine qui s'appelle World of If. Aucune idée si c'est une référence à Weinbaum ou pas, maintenant que j'y pense. Euh, je pense pas, mais possible. Euh, voilà, c'était super intéressant. Si vous aimez la SF, et notamment l'histoire de la SF et les pulps et tout, foncez lire ces histoires qui ont été publiées il y a longtemps. On a presque l'impression d'être des archéologues. On peut redécouvrir du coup des auteurs qui ne sont pas connus en fait de nos jours. Et la plupart de ces pulps sont disponibles sur Internet, que ce soit sur Internet Archive ou des sites dédiés, Luminist Archive aussi, qui est un projet qui met du coup toutes ces œuvres qui sont un peu dans le domaine public maintenant, qu'on peut retrouver. Foncez, c'est vraiment super intéressant. Et c'est sur ça que je vais finir cette vidéo qui est assez longue. Je pense que je vais la sortir en une seule vidéo. Mais du coup, voilà toutes mes lectures depuis le mois de décembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ce format un peu plus long. Dites-moi si vous préférez des formats plus longs ou des formats plus courts, euh, comme j'ai fait pour les précédents bilans lecture. Je pense que je vais m'en tenir au format plus court quand même mensuel. Mais voilà, de temps en temps, je peux commencer à yap un petit peu sur les lectures que j'ai fait. Peut-être si vous voulez que je vous fasse des reviews des pulps de l'époque, parce que c'est une idée de vidéo qui m'est venue en lisant ces magazines et ces pulps à l'ancienne. C'est que quelque chose qu'on ne voit pas sur YouTube, que ce soit le YouTube français ou même anglophone. Il y en a quelques-uns en anglophone qui parlent de ces vieilles histoires, mais peut-être faire des reviews des pulps de l'époque, des histoires de l'époque, pour voir un peu, faire des petits voyages dans le passé et de voir ce qui était fait dans le passé de la SF et de toutes ces histoires et ces auteurs qui ont été oubliés depuis. Je pense que ça peut être assez intéressant et original. Et pour certains lecteurs ou non, certaines personnes qui regardent mes vidéos, peut-être un retour en enfance pour certains. Bon, les années 30, ça m'étonnerait, mais si on arrive à des comics qui étaient publiés, des pulps qui étaient publiés dans les années 50-60, peut-être, on sait jamais.
Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu, n'hésitez pas à like, partager. Tout le tintouin habituel de YouTube pour la visibilité, vous connaissez. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, vous, depuis ces derniers mois, si vous avez lu certains des livres dont j'ai parlé, ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou pas aimé ce que j'ai dit, et ce que j'ai lu surtout, les livres. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas, je lis tout, même si des fois je mets du temps à répondre. J'espère maintenant que le mémoire est fini, que j'ai ma soutenance dans quelques jours, je vais pouvoir essayer d'être plus active et plus actif et plus lire. Je commence à avoir mal à la gorge. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à plus.